Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Francis Hubert Obam, président du parti souverainiste écologiste gabonais. Nous avions déjà eu un entretien ensemble il y a quelques mois en amont de l'élection présidentielle et du référendum organisé suite au coup d'État de 2023. Donc après le scrutin et l'élection de fait, mais contestable, mais ce n'est pas le sujet de notre entretien ce jour, donc l'élection à la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, auteur du coup d'État, qui avait mis fin au régime d'Ali Bongo, au régime des Bongo, père et fils, Omar Bongo et Ali Bongo, a eu lieu samedi dernier, le premier tour des élections locales et législatives. Le déroulement des élections et ses résultats qui annoncent plutôt une victoire pour ce premier tour de l'UDB, l'Union démocratique des bâtisseurs, qui est le parti d'Oligui Nguema, est annoncé en tête. Donc, mais en tout cas, le déroulement de ces élections était très fortement contesté. On a parlé de fraude, etc., afin de délégués arrivés avec une quarantaine de procurations, etc. Donc, Francis, pouvez-vous nous apporter votre point de vue et l'analyse à ce sujet donc de ces premiers tours d'élections, notamment législatives? Oui, évidemment, je vous remercie de me donner une fois de plus la parole sur le déroulement de la politique dans mon pays. Alors, je dois dire que les choses ne se sont pas passées autrement que nous le percevions à partir du moment où l'affaire était très très mal engagée. Manque de transparence, d'équité et de crédibilité du processus électoral. Donc, en amont, vous avez le fichier électoral qu'on aurait dû vraiment refondre et reprendre de manière sérieuse sur la base d'un recensement aussi sérieux, parce que tout ça devait faire partie de la transition pour amener à des élections justes et équitables. Cela n'a pas été fait. Et en plus, la CNR, à laquelle j'appartiens, la coalition de la Nouvelle République dirigée par le président Moulengi Boukosso, a maintes fois attiré l'attention du gouvernement sur la précipitation du calendrier électoral. Ces élections que vous venez de décrire du 27 septembre auraient dû se tenir premier semestre 2026. Ces quelques mois à l'avance n'ont pas aidé à un processus transparent. Vous avez le fichier électoral et vous avez l'institution en charge de l'élection, la CNOSER, qui a failli à tous les niveaux, parce que la CNOSER finalement est partisane. Parce qu'on a vu beaucoup de militants de l'UDB au niveau de la CNOSER, et la CNOSER a nommé aussi au niveau des bureaux de vote, des centres de vote, des militants, parents, amis et connaissances. Et je dois dire que le ministre de l'Intérieur, malgré la bonne volonté qu'il pourrait afficher, est le prisonnier de son chef, président de la République, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, patron de l'administration civile et militaire, et patron du premier parti politique qu'il a créé un mois avant l'élection. Donc le président est partisan, le chef du gouvernement est partisan, forcément le ministre sous ses ordres aurait bien du mal à faire autrement qu'à faire plaisir au prince. Donc les partis politiques ne se retrouvent pas. La plupart des partis politiques ne se retrouvent pas dans le processus électoral, complètement mené de bout en bout par l'administration du ministère de l'Intérieur, sans aucune transition entre l'ancien système et ce qui était mis en place. Je crois que c'est un échec patent. C'est un échec patent avec, vous l'avez décrit,
de nombreuses procurations, des déplacements des populations en dépit d'inscriptions sur les listes électorales. Et on a vu par exemple dans la circonscription dans la Dola, où un ministre se présentait, la population passait de 6 000 inscrits à 10 000 en l'espace de 2-3 semaines. Je crois que ce sont des choses inacceptables. On a appelé le président à surseoir, à annuler cette élection. Et la réponse, évidemment, il continue parce qu'il a une forte majorité qui se dessine. Je voudrais dire, c'est pas simplement l'opposition. Vous avez 3 anciens premiers ministres, Julien Corbecal, Raymond Dongsima et Billy Bize, qui ont demandé l'annulation de cette élection. Vous avez un ancien vice-président de la République, d'Ali Bongo, qui est dans le même état d'esprit, et vraiment les populations, je dis bien les populations qui sont vraiment mécontentes et qui souhaitaient l'annulation, mais le gouvernement persiste, le président Oligui persiste, et je crois de rassembleur qu'il voulait être de la population gabonaise, de l'unité de la nation. Je crois qu'il a réussi quelque chose d'extraordinaire entre son élection présidentielle à 94, je ne sais plus combien %, il a désormais réussi à diviser les Gabonais à partir de cette élection. Bon, il en assumera les conséquences, oubliant que le régime qu'il a mis en place, je ne sais pas pourquoi il s'évertue à vouloir une assemblée avec une très très forte majorité. Je crois qu'il s'interdit la respiration démocratique qu'amènerait un nombre significatif d'opposants au Parlement. Et dès lors que vous refusez d'avoir une opposition institutionnelle, l'opposition s'est fait où? Elle s'est fait ailleurs que dans les institutions. Je pense qu'il assumera lui-même ce risque avec la situation économique catastrophique et sociale qui arrive. Merci pour votre réponse. Et vous avez évoqué la CNR, la Coalition pour la Nouvelle République, dont fait partie le parti que vous dirigez, le Parti souverainiste écologiste. Quelle était la stratégie de la CNR en vue de ces élections et les difficultés qu'elle a rencontrées pour participer à ces élections? Et quelle est sa stratégie aujourd'hui par rapport à le second tour que veut maintenir Oligui Nguema et l'après, surtout, législative? Le président de la CNR, en notre nom, a appelé aussi à l'annulation de l'élection, parce que cette élection n'est vraiment pas viable, n'est pas digne dans un contexte d'une nouvelle république. Je ne sais pas si c'est la 5e. En tous les cas, dans le contexte d'une nouvelle république qui se veut démocratique, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Où il y a eu beaucoup de corruption. Toutes choses que nous avions combattues par le passé. Je voudrais dire au passage que pour ce qui est des souverainistes écologistes, nous avons combattu Ali Bongo sur la base des valeurs et principes. Dès lors que ces valeurs et principes sont également bafoués par Oligui Nguema, nous combattons aussi cette manière de faire et nous sommes résolument dans l'opposition au nouveau pouvoir qui se comporte exactement comme l'ancien, et parce que l'UDB c'est le PDG rénové qui est allié au PDG et le pouvoir a simplement changé de peau, mais il reste fondamentalement le même. Je crois que les Gabonais se rendent compte aujourd'hui que tout change pour que rien ne change, et franchement, je le dis encore une fois, le président Oligui sera face aux Gabonais, face au 3e tour, c'est-à-dire le tour social qui est en train d'arriver avec les mesures qui sont déjà prises. J'ai vu le communiqué du ministre des Finances, ministre d'État, ministre des Finances, qui, d'un trait de crayon, a effacé toutes les créances des opérateurs en 2020-2023. Vous voyez un peu la conséquence sur
la parole de l'État, sur la signature de l'État, sur l'engagement de l'État. Qui fera confiance à un État qui se comporte de cette façon? Et un État qui n'a pas voulu faire le bilan de la transition, qui a géré des milliards et milliards de francs CFA, et les tenants de la transition, qui sont toujours les mêmes au pouvoir, n'ont pas rendu des comptes sur les finances publiques qu'ils ont manipulées. Et bon, peut-être qu'ils ne se sentent pas obligés de rendre des comptes, puisque dans la Constitution que nous avons combattue, ils se sont donné l'immunité, chose vraiment incroyable. Mais pour revenir précisément à la question, la CNR a eu les difficultés d'une démocratie qui ne veut pas être financée. La loi prévoit le financement des partis politiques. Nous sommes partis à une compétition. L'UDB, le PDG a bénéficié des moyens de l'État et certains alliés ont bénéficié des moyens de l'État, des moyens financiers, des moyens roulants, matériels et tout. Mais les partis politiques de l'opposition ont dû se débrouiller. Se débrouiller sachant qu'une élection, ça coûte beaucoup d'argent et que la plupart des tenants des partis de l'opposition ne se sont pas remplis les poches dans le pouvoir ou à côté du pouvoir. Et c'était une grande difficulté. Nous avons présenté très peu de candidats, mais nous avons voulu tout de même participer, tout en sachant que le processus n'était pas viable. C'est pourquoi on ne nous oppose pas d'être tout le temps en dehors des clous. Nous y sommes rentrés pour voir effectivement, et nous pouvons effectivement dénoncer la manière dont ça s'est passé, parce que nous y étions. Mais nous n'avons pas, la récolte est vraiment très maigre, mais il ne faut pas s'en étonner. Nous n'avons pas de financement, nous avons été livrés à nous-mêmes, ce qui n'est pas normal, puisque la loi prévoit le financement des partis politiques. Bon, c'est le choix d'Oligui qui a voulu se donner, du président Oligui qui a voulu se donner une majorité écrasante dans un système où le Parlement n'a aucun impact sur le gouvernement. Je crois qu'il n'a pas tellement vu la nature du système. Et quand certains disent que oui, on a cette constitution présidentielle, nous l'avons critiquée et nous demandons désormais au président d'annuler, donc il devient le Deus ex machina. C'est pas nous qui le rendons comme ça, c'est la constitution qui l'a construite, qui l'a mise en place. L'article 41 et les articles 56 et 57 permettent au président d'annuler, et même, je dirais même l'article 60. Il pouvait le faire pour la cohésion de la nation. Bon, il refuse. Et c'est en filigrane, c'est un militaire qui pense quand même que le pouvoir repose sur la force, parce que j'apprends, je suis en train de vérifier tout ça, que des syndicalistes sont menacés parce qu'ils parlent de grève, parce que bon, le Front social est là, et il va, malgré les pressions, il va s'exprimer. Mais bon, on va voir comment les choses vont se passer. Mais il n'y a pas de raison de convoquer à la direction générale des recherches de la gendarmerie tel syndicaliste ou dans les services spéciaux. Ce n'est pas très démocratique. Ça ressemble aux choses du passé que nous avons condamnées. Je crois qu'il faut que le pouvoir se ressaisisse. Et ça va rendre davantage à un régime autoritaire qu'à un régime démocratique. Tout à fait. Vous évoquez, juste pour précision, que oui, la nouvelle constitution fait qu'il n'y a plus de Premier ministre, donc du coup le président est en même temps chef du gouvernement, il est en première l'homme ligne. fort du régime. Voilà. Il est non seulement l'homme fort, il est le président de la République, il est le chef du gouvernement, il est le chef du parti politique, il est partisan. Le président n'est pas neutre. C'est le choix qu'il a fait. Un mois avant l'élection, il a créé un parti politique et l'UDB qui a eu son récépissé dans des conditions quand même assez curieuses parce que le processus mis en place par la nouvelle loi sur les partis politiques, ça peut aller jusqu'à 1 an
avant d'avoir son récépissé définitif. Bon, il a eu d'un clin d'œil, c'est le président de la République. C'est vous dire que, bon, les lois sont faites pour être violées, comme diraient certains. Mais je crois que cela soulève une autre question. Comment l'UDB a fait pour soulever autant de fonds pour aller aux élections, alors que le parti a à peine un mois, donc la mise en place des cotisations des militants n'est pas encore bien huilée. Bon, on m'a dit oui, mais il y a des mécènes qui appartiennent au parti, mais ces mécènes auront peut-être à justifier un jour de l'origine des fonds qu'ils ont mis à la disposition de l'UDB. Et aussi, pour président, vous évoquiez le PDG, le Parti démocratique gabonais, qui était le parti d'Omar et Ali Bongo, oui. Voilà, et dont est issu la plupart des cadres au pouvoir aujourd'hui. Tout à fait. Et qui est dirigé aujourd'hui par Blaise Louimbé, une aile du parti, parce que le parti est divisé. Vous avez Ali Akbar Onanga qui réclame le secrétariat, qui se réclame être le secrétaire exécutif du Parti démocratique gabonais, et Ali Bongo, qui certes a démissionné de la présidence de la République, où on l'a démissionné, mais qui n'a jamais démissionné formellement du PDG. Et tout récemment, il a réclamé la paternité, la présidence du PDG. Donc, les choses ne sont pas trop claires au niveau. Comme ce sont des alliés, Blaise Louimbé a fait le choix d'être l'allié objectif d'Oligui Nguema. Bon, il a pu compétir alors qu'il n'aurait pas dû. Francis, vous êtes d'accord, on va parler là un peu de politique intérieure, et là, la politique étrangère du président Oligui Nguema. Le Gabon était longtemps un allié traditionnel de l'Occident, pour dire vite, États-Unis et la France, évidemment, les relations avec la famille Bongo, et d'ailleurs, il y a encore une présence militaire au Gabon, où il n'y a plus que 2 pays où il y a une présence militaire, le Gabon et Djibouti. Il semble qu'Oligui Nguema entame, on va dire, une reconfiguration de la stratégie des alliances, avec les propos qu'il a tenus par rapport à la Russie, disant que le Gabon était prêt à accueillir une présence militaire russe, et aussi le projet de base navale chinoise à Port-Gentil, mais qui avait déjà été signé, enfin ce projet entre Ali Bongo et Pékin. Quelle est un peu cette réorientation stratégique menée par les autorités? Alors, je ne sais pas, je pourrais pas bien vous répondre avec certitude, mais ce que je peux dire sur la base chinoise, oui, effectivement, ça avait été signé par Ali Bongo, on l'a su après, et le président Oligui a eu des discussions, semble-t-il, avec les Chinois et les Américains. Où est-ce qu'il en est? Vous savez, je parle toujours de la parole donnée, la signature. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il en est, mais il semblerait que les Américains estiment que c'est une base chinoise sur la façade atlantique de l'Afrique qui fait face aux États-Unis est un casus belli. Bon, aussi cette approche, je ne la partage pas tout à fait. Je crois que le problème n'est pas de base chinoise, pas tout ça, la finalité. Quelle est la finalité? Qu'est-ce que ça apporte au Gabon? Sommes-nous dans une nouvelle guerre froide où le Gabon aurait choisi un camp? Point d'interrogation. Ensuite, la base française qui se réduit. Oui, les données ont changé. Nous sommes au XXIe siècle. C'était des discussions entamées, je pense, depuis Ali Bongo. C'est pas un changement radical que vient faire Ali Bongo, et peut-être que ça allège aussi les finances françaises de maintenir une base au Gabon pour plutôt se diriger vers l'intelligence. C'est aussi une option, mais tout ça, pourquoi faire? Si tout ça, c'est pour maintenir des régimes qui ne sont pas démocratiques, qui oppriment les peuples, je crois que nous n'en voulons pas.
Donc il faut se poser, je crois, les bonnes questions. Il faut que les Français, les Chinois, les Américains se posent les bonnes questions. Nous voulons ceci, nous voulons cela avec le Gabon, mais pourquoi faire? Et nous devons aussi nous poser les bonnes questions. Nous acceptons telle perspective ou telle autre, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que ça apporte au Gabon? Qu'est-ce que ça apporte au développement? Qu'est-ce que ça apporte à la paix? Parce qu'il ne faut pas aussi rentrer dans des conflits qui finalement sont loin des préoccupations des populations gabonaises et loin des intérêts à moyen et long terme du Gabon. Donc la question ne se pose pas simplement à Oligui Nguema, dont on n'arrive pas à lire tout à fait la politique étrangère, ou tout simplement la politique, parce qu'il a l'art de dire les choses et leur contraire, mais la question se pose à tous, à nos partenaires comme à nous. Très bien. Francis Obam, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.